Tu sais, parfois, ce ne sont pas les ennemis qui te blessent le plus. C'est ceux qui sourient à côté de toi sur les photos de famille. Ceux qui te disent « je t'aime » entre deux trahisons. Ceux que tu appelles maman, sœur, cousine, et qui un jour, te regardent droit dans les yeux et te disent « tu ne fais plus partie de cette famille ». Moi, je pensais que ma famille était solide. Parfaite? Non. Mais unie, quand même. Jusqu'au jour où j'ai découvert que tout ce que je croyais savoir, était faux. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé? Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre ici, c'est plus qu'une histoire. C'est une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Je m'appelle Isabella Moreau, j'ai 33 ans, et j'ai longtemps été le pilier silencieux de ma famille. Celle qui arrange tout, qui comprend, qui supporte. Ma mère, Myrta Moreau, dit souvent que j'ai un « cœur de marbre », que rien ne m'atteint vraiment. Ce qu'elle ne sait pas ou ne veut pas voir, c'est que ce cœur, justement, est fendu depuis bien longtemps. J'ai une sœur cadette, Luna, de 5 ans, ma cadette. Depuis notre enfance à Santa Amarante, une ville au charme colonial dans le sud du pays, on a toujours été très proches. Je l'aidais à faire ses devoirs, à choisir ses tenues, je l'écoutais pleurer la nuit quand elle avait peur des monstres imaginaires. Moi, je n'avais pas ce droit. Les monstres de ma vie étaient bien réels. Luna est ce qu'on appelle « solaire ». Elle entre dans une pièce et les regards se tournent naturellement vers elle. Les rires naissent, les compliments pleuvent. Moi, je suis celle qui se tient derrière, qui prend la photo, qui paie l'addition. Lorsque Luna a annoncé qu'elle s'était fiancée à Gustavo Navarro, un jeune avocat issu d'une famille bourgeoise, je l'ai sincèrement félicitée. Je me souviens encore de ce jour, elle avait les yeux brillants, le cœur battant, et elle a attrapé mes mains en me disant « Isa, tu seras ma demoiselle d'honneur, d'accord? Je ne peux pas faire ça sans toi. » J'ai souri, touchée. Évidemment, j'ai dit oui. Comment aurais-je pu dire non? Et c'est là que tout a commencé. Nous avons passé des après-midi entiers à feuilleter des magazines, créer des tableaux d'inspiration sur Pinterest, visiter des salles de réception. Luna voulait quelque chose d'intimiste, d'élégant, avec des touches de lavande et de lin. Moi, j'ai pris en charge le budget, les prestataires, le rétroplanning, tout ce qu'elle trouvait ennuyeux, mais nécessaire. Je me suis investie sans compter. Et pas seulement en temps, j'ai aussi déboursé près de 30 000 € pour aider à concrétiser ce rêve. Au début, Myrta semblait satisfaite. Elle me laissait gérer, observant à distance, se contentant de commentaires vagues. Mais un soir, alors que nous dînions tous ensemble à la maison familiale, elle a posé sur la table un carnet en cuir bordeaux et a annoncé: J'ai déjà réservé le domaine de la colline. Il n'y avait qu'une date de libre cet été, alors je l'ai prise. Luna a cligné des yeux, surprise. Oh! Merci, maman. Mais Isabella et moi étions encore en train de comparer les lieux. Chérie, ce domaine est très demandé. Et puis j'ai toujours imaginé ton mariage là-bas. Elle lui a tapoté la main, tout en me lançant ce regard froid, presque méprisant, que je connaissais bien. Un regard qui disait, c'est moi qui décide. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de sourire, comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Les semaines suivantes, j'ai été peu à peu écartée. D'abord subtilement, Myrta proposait d'appeler elle-même les fleuristes, les traiteurs, les photographes. Puis plus directement, des réunions se tenaient sans moi, des choix étaient faits dans mon dos. Et surtout, une nouvelle figure a émergé, Inès, notre cousine. Elle était partout. Sur les stories Instagram de Luna, aux essayages, aux dégustations, alors que moi,
je n'étais plus consultée. Un jour, en voyant une photo d'elle deux à la boutique de robes de mariée, une boutique où j'avais moi-même pris rendez-vous des mois plus tôt, mon cœur s'est serré. Elle ne m'a même pas prévenue, murmurai-je à mon compagnon Mathieu, ce soir-là. Il a haussé les épaules, tentant de me rassurer. Tu travailles beaucoup ces temps-ci. Peut-être qu'elle pensait te ménager. Mais je le savais, au fond. Ce n'était pas un oubli. C'était volontaire. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai continué à aider dans l'ombre, j'ai réservé un musicien pour l'entrée des mariés, commandé des cadeaux personnalisés pour les invités venus de l'étranger, payé les billets d'avion de Gustavo et Luna pour leur lune de miel en Toscane. Personne ne me demandait rien, on supposait simplement que j'allais prendre en charge, comme d'habitude. Et puis, un jour, tout a basculé. Je reçus un message de Luna. Viens chez maman jeudi à 18h. On doit parler du mariage. Je m'y suis rendue, le cœur lourd mais l'espoir encore présent. Peut-être qu'elle allait s'excuser. M'expliquer. Me tendre la main. Mais en entrant dans le salon, j'ai senti l'ambiance étrange. Mon père, Dario, était assis dans son fauteuil, l'air absent. Inès se tenait debout, bras croisés. Et Myrtha trônait derrière Luna, une main posée sur son épaule. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, en restant debout. Myrtha a pris la parole avant tout le monde. Isabla, il faut qu'on parle. De ton rôle dans ce mariage. Mon ventre s'est noué. Ton implication est devenue problématique, dit-elle, en appuyant chaque syllabe. Problématique? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux tout contrôler, continua-t-elle. Tu critiques tout. Et surtout, tu fais de l'ombre à ta sœur. Je me suis tournée vers Luna, le regard suppliant. Tu penses ça, toi aussi? Elle a hésité, puis baissé les yeux. C'est juste que tout est devenu tendu. Je veux un mariage sans stress. Et tu crois que je suis la source du stress? Après tout ce que j'ai fait? On a décidé, ajouta Myrtha. Toutes les trois. Il vaut mieux que tu ne participes plus. Je suis restée figée. Un moment suspendu. Les mots flottaient, absurdes, irréels. Même pas comme invité? Ai-je soufflé? Myrtha a souri, triomphante. Non. Tu ne fais pas partie de cette célébration. Et franchement, Isabla. Tu ne fais plus partie de cette famille. Je suis partie sans dire un mot. En rentrant chez moi, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Mathieu m'a prise dans ses bras, confus et furieux. Tu as été trahie, Isa. Par ta propre famille. Ce n'est pas acceptable. Et si c'était moi le problème? Si je suis vraiment trop présente? Trop envahissante? Non. Tu es généreuse. Et ils ont profité de ça. Il avait raison. Quelque chose en moi s'est brisé, mais quelque chose d'autre est né cette nuit-là. Une lucidité. Une colère tranquille. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai annulé les réservations pour la lune de miel. Récupéré l'argent. Supprimé tous mes contacts liés au mariage. Puis, j'ai dressé une liste froide, factuelle de tout ce que j'avais payé. Et j'ai tout mis noir sur blanc. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais une chose était sûre, ce n'était plus moi qui allais me sacrifier pour que les autres brillent. Et ce n'était que le début. Le lendemain de cette soirée infernale, j'ai éteint mon téléphone. Complètement. Aucun message, aucun appel, aucun « tu exagères, Isabla ». J'avais besoin de silence. Pas celui qui fait peur,
mais celui qui libère. Mathieu a insisté pour qu'on parte quelques jours à Monte Dorado, une petite ville au bord de la mer, pour me changer les idées. Je l'ai suivi sans discuter. J'étais trop fatiguée pour réfléchir, trop blessée pour me battre. Mais même face à l'océan, je n'arrivais pas à respirer correctement. Je revivais sans cesse la scène dans le salon familial. Le regard fuyant de Luna, le silence pesant de mon père, Inès qui souriait dans un coin comme si elle avait gagné un jeu. Et Myrtha, droite comme une tour de glace, qui me disait « Tu ne fais plus partie de cette famille ». Le souvenir me hantait. Je me demandais, depuis quand cela se prépare-t-il ? 2 jours plus tard, alors que je consultais mes mails professionnels dans le hall de l'hôtel, une notification Instagram m'a attiré, une publication de Luna. Curieuse malgré moi, j'ai cliqué. Et là, en plein écran, une photo d'un brunch, entre filles, à Santa Amarante. Légende, préparatif avec mes confidentes. Sur la photo, Luna était au centre, radieuse. À sa gauche, Inès. À sa droite, Camilla, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Et, ma mère. Assise fièrement en bout de table. Comme si tout allait parfaitement bien. Je n'étais même plus une pensée. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire défiler les commentaires. Des cœurs, des émojis champagne, des « vous êtes magnifique ». Mais aussi quelques messages qui m'ont glacé. @caro-amaral, Isabla n'est pas là ? @Inès-Moro, Isabla est très occupée ces derniers temps, elle a préféré se retirer un peu. @Myrtha.m, certaines personnes ne supportent pas de ne pas être au centre de l'attention. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma propre mère disait ça de moi ? En public ? Sur les réseaux ? Je tremblais de rage. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur et lancé un document intitulé « La vérité ». Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais j'avais besoin de tout écrire. Les événements, les décisions, les preuves. Tous les transferts d'argent. Les messages effacés. Les invitations que je n'ai jamais reçues. Les brunchs manqués. Le silence de Luna. Et en le faisant, j'ai découvert un motif. Un fil invisible qui reliait tout, Inès. Inès Moro a toujours voulu être au cœur des choses. Petite, elle me copiait. Adolescente, elle essayait de me faire passer pour une prétentieuse. Mais je ne l'avais jamais prise au sérieux. Elle n'était qu'une cousine un peu envahissante. Je n'avais pas vu venir sa montée en puissance. Depuis 6 mois, elle était partout. Sur les photos de famille. Dans les groupes WhatsApp. Même dans les discussions de travail de ma mère. Et petit à petit, elle avait tissé sa toile, s'insérant entre Luna et moi. C'est elle qui a tout manigancé, ai-je lâché à Mathieu. Tu crois ? J'en suis sûre. Elle a pris ma place. Ma mère la protège, elle l'a toujours fait. Et maintenant, elle a ma sœur. De retour à Santa Amarante, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai appelé Camilla, la fille qui apparaissait sur la photo. On ne s'était pas parlé depuis longtemps, mais elle avait toujours été honnête avec moi. Isa. Ça fait si longtemps, je suis vraiment désolée pour ce qui se passe. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Ai-je demandé doucement. Camilla a hésité. Écoute, ce n'est pas à moi de te dire quoi que ce soit, mais, pendant le brunch, ta mère a dit des choses assez dures. Qu'elle ne savait plus comment te gérer. Que tu étais devenu instable. Quoi ? Oui. Et que tu avais menacé de gâcher le mariage. Inès en a rajouté en disant que tu essayais de manipuler Luna.
Je sentais mes mains trembler. Et Luna? Elle n'a rien dit? Elle avait l'air perdue. Un peu en retrait. Je crois qu'elle ne savait pas quoi penser. Je raccrochai, l'estomac noué. Ce n'était plus un simple malentendu. C'était une campagne de sabotage. Et c'est là qu'un événement inattendu m'a fait basculer dans une toute nouvelle dimension. Le surlendemain, alors que je faisais des courses au marché du centre-ville, une vieille femme m'a abordé. Tante Eugenia, la sœur oubliée de mon père. On la voyait rarement, mais elle m'avait toujours regardé avec tendresse. Isabella, murmura-t-elle, je peux te parler 2 minutes? On s'est assise sur un banc à l'ombre. Et ce qu'elle m'a raconté m'a laissé sans voix. Tu sais, ce que ta mère te fait, elle me l'a fait aussi, dit-elle en me prenant la main. Comment ça? Quand j'ai voulu me marier, Myrtha a tout fait pour me faire passer pour une menteuse. Elle disait à ton père que j'étais jalouse, instable, que je faisais honte à la famille. Il l'a cru. Je n'ai pas pu venir à leur mariage. Je n'ai plus été invitée nulle part après ça. Mon cœur s'est arrêté. Mais pourquoi? Pourquoi fait-elle ça? Parce que tu prends trop de place. Tu es forte, tu es brillante. Tu es ce qu'elle aurait voulu être. Elle a toujours eu besoin d'avoir le contrôle. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Et Luna? Elle est tombée dans le piège. Comme ton père avant elle. Mais elle est encore jeune. Elle peut s'en sortir. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus rester silencieuse. J'ai imprimé tous les justificatifs de mes dépenses. J'ai collecté les messages, les captures d'écran, les preuves. Et j'ai écrit une lettre. Une seule. Destinée à Luna. Pas pour lui demander pardon. Pas pour m'expliquer. Mais pour lui ouvrir les yeux. Je l'ai glissée dans une boîte en bois avec les souvenirs de notre enfance, une photo de nous déguisés en princesse, le collier qu'elle m'avait offert à ses 15 ans, une vieille carte de vœux où elle écrivait « Je t'aimerai toujours, Isa ». Puis, j'ai fait livrer le tout chez elle. Sans mot de plus. Je ne sais pas si elle l'a lu. Je ne sais pas si elle a pleuré. Mais une semaine plus tard, à minuit passé, j'ai reçu un message. De Luna. Isa. Je ne sais plus quoi penser. Mais j'ai besoin de te parler. Seule. Je suis restée plantée devant l'écran de mon téléphone pendant de longues minutes, fixant ce message. Isa. Je ne sais plus quoi penser. Mais j'ai besoin de te parler. Seule. Mon cœur battait si fort que j'entendais les battements résonner dans mes tempes. Je n'avais pas revu Luna depuis la soirée de l'exclusion. Depuis qu'elle avait baissé les yeux pendant que notre mère me rayait de la famille comme on efface une ligne sur une ardoise. Je voulais répondre immédiatement, hurler, enfin, ou lui écrire un roman. Mais je suis restée calme. J'ai simplement tapé. D'accord. Dis-moi où et quand. La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Demain, 15 heures. Au belvédère des Oliviers. Là où on allait quand on était petite. Mon ventre s'est noué. C'était un de nos endroits secrets, quand tout allait bien, quand notre monde se limitait à l'école, aux confitures maison, et aux confidences sur les garçons. Le lendemain, je me suis préparée comme pour un rendez-vous avec le destin. Ni trop élégante, ni négligée. Juste moi. Avec un carnet à la main, et tous les papiers importants dans un dossier, au cas où elle oserait dire que j'avais exagéré, menti, ou inventé. Quand je suis arrivée au belvédère, Luna était déjà là. Elle portait un trench beige, et ses cheveux attachés en une queue basse. Elle tenait un thermos de café qu'elle faisait tourner nerveusement entre ses mains.
Elle me vit et se leva aussitôt. Tu es venu, dit-elle, sa voix plus fragile que je ne l'aurais cru. J'ai failli ne pas venir, je t'avoue. Elle hocha la tête. Je comprends. Tu m'en veux. Je ne t'en veux pas, Luna. Je suis blessée. Ce n'est pas pareil. Le silence s'installa entre nous, chargé, coupant comme du verre. Isa, j'ai lu la lettre. J'ai vu, les tickets, les factures. J'avais oublié tout ce que tu avais fait pour moi. Pour le mariage. Pour moi, tout court. Je ne répondais pas. J'attendais la suite. Je ne sais plus quoi penser. Depuis des semaines, maman me montre des messages où tu disais que tu ne voulais plus t'impliquer, que j'étais capricieuse, que tu méprisais mes choix. Je la regardais, abasourdie. Quel message? Je n'ai jamais écrit ça. Je sais maintenant. Enfin, je crois. C'est Gustavo qui a commencé à douter. Il m'a dit que tu n'étais pas ce qu'on me faisait croire. Et Inès? Elle t'a dit quoi? Luna détourna le regard. Inès est partout. Elle dit ce que maman pense tout bas. Elle est très persuasive. Mais... Elle ouvrit son sac et sortit son téléphone. J'ai comparé des captures d'écran de messages avec ceux que j'avais dans mon portable. Et, certains n'y étaient pas. Je fronçai les sourcils. Tu veux dire qu'ils ont été supprimés? Ou jamais reçus? Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression que quelqu'un intercepte certains messages. Ou modifie les contacts. Gustavo pense que maman a manipulé mon téléphone. Je restai sans voix. C'était plus grave que ce que j'avais imaginé. Et aujourd'hui? Demandai-je. Tu me crois? Luna me regarda enfin dans les yeux. Oui. Un souffle. Un soulagement. Et une tristesse infinie. Tu m'as abandonnée, Luna. Même si tu ne savais pas tout, tu aurais pu sentir. Tu aurais pu poser des questions. Je sais. Et je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste comprendre. Pourquoi maman fait ça? Pourquoi elle te rejette comme ça? Je souris, amère. Peut-être parce que je ne me laisse plus manipuler. Parce que je ne joue plus son jeu. Parce que j'ai toujours tout fait pour que tu brilles, et qu'elle ne supporte pas ça. Luna hocha la tête lentement. Tante Eugenia m'a appelé. Elle m'a raconté ce qui lui est arrivé à elle aussi. Je relevai la tête, surprise. Elle t'a dit? Oui. Et j'ai compris que maman fait ça depuis longtemps. Quand elle sent que quelqu'un lui échappe, elle l'écarte. En le salissant si nécessaire. Nous sommes restés au belvédère plus d'1 heure. À parler. À pleurer. À déterrer les vieilles douleurs. C'était douloureux, mais nécessaire. Et à la fin, Luna a dit une chose qui a tout changé. Je veux que tu reviennes dans le mariage. Comme ma demoiselle d'honneur. Comme ma sœur. Je l'ai regardée, bouche ouverte. Tu es sérieuse? Oui. Je vais parler à maman. Et à Inès. Ça ne sera pas joli. Mais c'est nécessaire. Je pris une grande inspiration. D'accord. Mais Luna, je reviens à une condition. Laquelle? Que tu ne fermes plus jamais les yeux. Que tu ne laisses plus personne parler à ta place. Elle acquiesça sans hésiter. Et là, au moment où je croyais que la partie la plus dure était derrière nous, le vrai chaos a commencé. 2 jours plus tard, Gustavo m'appela à 8 heures du matin. Sa voix était agitée. Isabella, ta mère a débarqué chez nous hier soir. Quoi?
Pourquoi? Elle a hurlé. Elle disait que vous étiez en train de me monter contre elle. Qu'elle avait sacrifié toute sa vie pour cette famille. Qu'elle ne tolérerait pas d'être traitée comme une étrangère. Et Luna? Elle s'est interposée. Elle lui a dit clairement que tu faisais partie du mariage, que c'était non négociable. Je sentais le drame arriver, comme un orage au loin. Elle est devenue folle, Isa. Elle a menacé de tout annuler. De retirer l'argent. De prévenir les invités que Luna est malade. Elle a dit des choses affreuses. Je fermai les yeux. Un frisson me parcourut la nuque. Et Inès? Elle était là. Elle a essayé de calmer ta mère, mais je crois qu'elle est aussi en panique. Ça leur échappe complètement. C'est à cet instant que j'ai compris, le jeu avait changé de camp. Ma mère avait perdu le contrôle. Et comme une reine déchue, elle hurlait dans le vide. Mais moi, j'étais plus calme que jamais. Ce n'était plus moi la cible. C'était la vérité. Le matin suivant, je suis allée courir. Pas pour le sport. Pas pour m'aérer l'esprit. Mais parce que j'avais besoin de sentir le sol sous mes pieds. Besoin de quelque chose de réel. De tangible. Tout, dans ma vie ces dernières semaines, avait été flou, manipulé, déformé par des personnes qui disaient m'aimer. Et maintenant, ma mère avait perdu le contrôle. Et avec lui, son masque de perfection. Je le savais, ce n'était qu'une question de jours avant que tout éclate. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, pas de mots. Juste une fine écriture au stylo plume, et un parfum que je connaissais trop bien, le parfum de Myrtha. Mon cœur s'est figé. J'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une photo déchirée de moi et Luna enfant, découpée juste entre nous deux. Une feuille manuscrite, écrite à la hâte. Tu as toujours voulu tout avoir. Maintenant, tu n'auras rien. Un bracelet cassé que j'avais offert à ma mère pour ses 50 ans. Je me suis assise sur le sol, l'enveloppe entre les doigts. Ce n'était plus du chantage. Ce n'était plus de la manipulation passive. C'était une déclaration de guerre. Je savais que Luna devait affronter notre mère ce jour-là. Je lui avais envoyé un message simple le matin même. Sois prudente. Elle est plus instable que jamais. Elle m'avait répondu par un simple emoji. Je savais qu'elle ne reviendrait pas indemne de cette confrontation. En fin de journée, j'ai reçu l'appel de Gustavo. Isa, il faut qu'on parle. Viens à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Luna. Elle a tout appris. Et, ce n'est pas fini. Quand je suis arrivée chez eux, Luna avait le visage pâle, les yeux gonflés, les mains glacées. Je t'avais dit que ce ne serait pas joli, murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a hurlé dessus. Elle a dit que je n'étais qu'une ingrate, que je lui devais tout. Que tu m'avais volé. Et puis, elle prit une grande inspiration. Elle a lâché une chose. Une chose qu'elle ne voulait pas dire. Je me suis figée. Quoi donc? Luna leva les yeux, et ce qu'elle dit ensuite fit basculer tout ce que je croyais savoir. Isa, je ne suis pas sa fille biologique. Le silence fut si lourd qu'il sembla aspirer l'air autour de nous. Quoi? Soufflai-je. Elle m'a adoptée. Quand j'étais bébé. C'était un secret. Papa le savait. Mais personne d'autre. Je reculais d'un pas. C'est pour ça qu'elle t'a toujours protégée? Qu'elle voulait que tu sois parfaite? Luna hochait la tête. Elle m'a choisi.
Et elle n'a jamais voulu qu'on lui enlève ça. Elle avait besoin que je sois dépendante. Qu'elle soit indispensable. Tout faisait sens. La surprotection. La jalousie envers notre lien. Son besoin de contrôler chaque geste de Luna. Mais il y avait plus. Tu sais qui sont tes vrais parents? Demandai-je. Luna secoua la tête. Non. Et elle refuse de me le dire. Mais. Elle sortit de sa poche une petite photo, froissée, qu'elle avait trouvée dans un vieux coffret dans la chambre de Myrtha. On y voyait un couple jeune, souriant. L'homme tenait un bébé dans ses bras. C'est moi, dit Luna. Comment tu le sais? Derrière la photo, c'est écrit, pour notre Luna, avec tout notre amour. Nous étions toutes les deux silencieuses. Et puis Luna déclara, d'une voix grave. Elle m'a menti toute ma vie. Elle t'a fait passer pour une ennemie. Elle a manipulé tout le monde. Je ne peux plus faire semblant. Je posai ma main sur la sienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Gustavo s'éclaircit la gorge. On fait ce que Myrtha redoute le plus. On dit la vérité. À tout le monde. Et c'est ainsi qu'un plan a commencé à naître. Un plan pour retirer le masque que notre mère avait soigneusement entretenu pendant des années. Nous avons décidé d'organiser une réunion de famille. Pas une confrontation. Une exposition. J'ai pris contact avec tante Eugenia, bien sûr, mais aussi des membres éloignés de la famille qui avaient tous, à un moment ou un autre, été éloignés par Myrtha pour une raison ou une autre. J'ai rassemblé des documents. Des témoignages. Des photos. Des captures d'écran. Luna a imprimé les conversations truquées que sa mère lui avait montrées, et les a comparées avec les vraies. Gustavo, avec ses compétences d'avocat, a aidé à monter un dossier. Un dossier que nous avons intitulé « Vérité familiale non modifiable ». Le samedi suivant, nous avons convié la famille à un déjeuner de réconciliation, dans le jardin d'hiver de la maison de tante Eugenia. Personne ne savait ce qui allait se passer. Pas même Myrtha. Elle est arrivée, souriante, habillée d'un tailleur bleu clair, le même qu'elle portait pour le baptême de Luna. Elle salua tout le monde, embrassa même Eugenia qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans comme si tout allait parfaitement. Mais quand elle vit le projecteur installé dans la salle, et les dossiers sur la table, son sourire a vacillé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. Luna s'approcha. « Maman. Aujourd'hui, on va parler. Vraiment. » Le jardin d'hiver de tante Eugenia n'avait jamais été aussi silencieux. Tous les membres de la famille étaient là, réunis autour de la grande table en rotin. Le soleil passait à travers les vitres teintées, dessinant des ombres sur les visages tendus. Myrtha, elle, s'était figée à l'entrée de la pièce. Son regard allait du projecteur à la pile de dossiers sur la table, puis à moi, Isabella, et enfin à Luna, qui se tenait droite, déterminée. « C'est une sorte de tribunal ?» grogna-t-elle. « Un piège ?»« Non, maman, » répondit Luna. « C'est un moment de vérité. Et il est temps. » « Je n'ai rien à cacher, » lança-t-elle, la voix déjà tremblante. « Parfait, » répondis-je. « Alors restons assis, écoutons, et parlons comme des adultes. » Elle s'installa à contre-cœur, le visage dur, mais les lèvres serrées. Son regard me disait « Tu paieras pour ça », mais je n'avais plus peur. Gustavo alluma le projecteur. Sur l'écran blanc, la première image apparut, une conversation WhatsApp trafiquée. Un message soi-disant de moi disant à Luna. « Tu devrais revoir tout le mariage, tes idées sont ringardes. » Puis, Gustavo afficha la vraie conversation.
Si tu veux du lin et de la lavande, je m'adapterai. L'essentiel, c'est que ça vous ressemble. Une différence claire. Évidente. Incontestable. Maman, tu m'as montré la première version. C'est ce que tu as utilisé pour me retourner contre Isa. Myrtha croisa les bras. Tu veux dire que je suis une falsificatrice maintenant? Que j'ai du temps à perdre à forger des messages? Oui, je le dis, répliquai-je. Et tu l'as fait avec méthode. Tante Eugénia, dans un coin de la pièce, se racla la gorge. Je peux confirmer. Myrtha l'a déjà fait avec moi, il y a 20 ans. Elle a créé une fausse lettre, signée de mon nom, pour faire croire à Dario que je le critiquais. C'est à ce moment-là que j'ai été exclue des événements de famille. Tous les regards se tournèrent vers Dario, notre père, assis en bout de table. Il était livide. C'est vrai? Murmura-t-il. Myrtha ne répondit pas. Elle regardait fixement devant elle, comme si elle attendait que tout ça passe. Gustavo continua, preuve après preuve. Documents bancaires. Réservation payée par mes soins. Témoignages. Une constellation de manipulations, toutes reliées à Myrtha. Quand le projecteur s'éteignit, le silence fut total. Et maintenant, dit-elle, enfin. Vous voulez quoi? Des excuses? Un effondrement dramatique? Des pleurs? Très bien. Elle se leva d'un bond, sa voix montant. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai exagéré. Mais vous savez pourquoi? Parce que personne ici ne me respecte. Vous me regardez comme si j'étais folle, mais sans moi, cette famille n'existerait pas. Qui a tout géré? Qui a protégé Luna quand sa vraie mère l'a abandonnée? Qui a empêché Isabella de ruiner le mariage avec ses critiques constantes? Ce n'est pas toi qui m'as protégée, maman, dit Luna, la voix brisée. C'est toi qui m'as possédée. Myrtha s'arrêta net. Et je vais dire la vérité, toute la vérité, devant tout le monde. Je suis adoptée. Tu m'as caché mes origines. Tu as construit notre relation sur un mensonge. Et tu as détruit celle avec Isa par jalousie. Tu n'étais qu'un bébé abandonné, répliqua Myrtha, les dents serrées. Je t'ai sauvé. Tu aurais fini dans un foyer, tu me dois tout. Un murmure d'horreur parcourut la pièce. Tante Eugénia se leva. Tu ne l'as pas sauvé. Tu t'en es servi. Comme tu te sers de tout le monde. Puis, soudain, quelqu'un frappa à la porte. Tous sursautèrent. Gustavo se leva pour aller ouvrir. C'était Camilla, l'amie d'enfance de Luna et moi. Elle semblait nerveuse. Je suis désolée d'arriver comme ça, mais je pense que vous devez entendre ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je. Camilla entra, les yeux fixés sur Myrtha. J'ai menti lors du brunch. Je savais que tu écartais Isabella. Et je n'ai rien dit. Parce qu'Inès m'avait demandé de le faire. Inès? Répétèrent plusieurs voix en même temps. Myrtha tourna lentement la tête vers le coin où Inès était assise, soudain minuscule. Camilla, tais-toi, murmura Inès. Non, dit Camilla. Tu as dit que c'était pour aider Luna. Mais c'était faux. Tu faisais ça pour toi. Un silence glacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je, le cœur serré. Et là, Camilla lâcha la vérité fatale. Inès a eu une liaison avec Gustavo. Un frisson parcourut mon dos. Luna se figea. Quoi? Camilla hocha la tête. C'était il y a 1 an. Ils ont dit que c'était, sans conséquence.
Mais ça a duré plusieurs mois. Et quand il s'est fiancé à toi, elle n'a pas supporté. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour saboter le mariage. Pour te faire souffrir. Luna se leva si brusquement que sa chaise tomba. Gustavo? Est-ce que c'est vrai? Il blêmit. Puis, lentement, il hocha la tête. C'était une erreur. Avant qu'on soit sérieux. Je n'ai jamais voulu que tu le saches comme ça. Luna le gifla. Puis se tourna vers Inès. Et toi? Tu me regardais dans les yeux tous les jours? Tu venais choisir ma robe avec moi? Tu me touchais le ventre en me disant que tu avais hâte de voir mes enfants? Je t'envie, dit Inès, enfin. Tu as toujours tout eu. L'amour, l'attention, la lumière. Moi je n'étais que la cousine gentille. Celle qu'on oublie. Alors oui. Je voulais te faire mal. Juste un peu. Elle s'effondra sur sa chaise. Tout le monde était en état de choc. Et dans ce chaos, Myrtha sourit. Un rictus glacial. Vous voyez? Je ne suis pas la seule monstre ici. Luna la regarda fixement. Non, tu n'es pas seule. Mais tu es celle qui a rendu cela possible. C'est toi qui as planté les graines de la haine. À ce moment-là, Dario se leva. Il n'avait presque rien dit jusque-là. Assez. Myrtha, tu nous as tous manipulés. Et moi, je t'ai laissé faire. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne vas pas me parler comme ça, toi aussi, Dario. Si. Et écoute-moi bien. Si tu ne demandes pas pardon, si tu ne cherches pas à réparer, tu n'auras plus ta place dans cette famille. Myrtha s'effondra dans un fauteuil. Pour la première fois, elle ne parla pas. Le silence fut lourd. Tragique. Mais porteur d'un certain soulagement. Plus tard, alors que tout le monde était reparti, Luna s'approcha de moi. Je ne sais pas si je vais me marier, Isa. Tu n'es pas obligée. Tu n'as plus rien à prouver. Mais une chose est sûre, dit-elle en me prenant la main. Tu seras toujours ma sœur. Peu importe qui m'a mise au monde. Je la pris dans mes bras. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'on pouvait reconstruire quelque chose. Il y avait une chose que personne n'avait osé dire à voix haute après la réunion de vérité. Le mariage allait-il encore avoir lieu? Et pourtant, la question flottait dans l'air comme une nappe de brouillard sur les collines de Santa Amarante. Les regards échangés, les invitations non envoyées, le silence de Luna, tout pointait vers une chose. Rien ne serait comme prévu. Cela faisait une semaine que la vérité avait éclaté. Une semaine que Gustavo vivait ailleurs, chez un collègue. Une semaine que Inès ne répondait plus à aucun message, ni de Luna, ni de moi. Elle avait disparu de la circulation, emportant avec elle les derniers restes de l'illusion familiale. Quant à Myrtha, elle était rentrée chez elle en silence, sans un mot. Elle ne m'avait ni appelé, ni écrit. Pas même une insulte. Ce qui, venant d'elle, était presque plus inquiétant. Elle prépare quelque chose, m'avait dit tante Eugenia, entre deux gorgées de thé. Je sais. Elle ne lâche jamais vraiment. Mais cette fois, moi non plus. Luna m'avait proposé de la retrouver au petit café au bord du lac. Celui où, enfant, nous allions manger des gaufres après les visites chez le médecin. Ce jour-là, le ciel était bas, menaçant. Et pourtant, son regard à elle semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je pense que je ne vais pas me marier, dit-elle simplement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'elle continue. Pas comme ça, en tout cas. Pas dans ce théâtre. Je voulais un moment d'amour,
Pas une scène d'opéra tragique. Tu as le droit de changer d'avis, Luna. Même à la dernière minute. Elle hocha la tête. J'ai honte, Isa. De quoi? De ne pas avoir vu. De t'avoir abandonné. De m'être laissé manipuler comme une enfant. Je pris ses mains dans les miennes. On grandit tout à des vitesses différentes. Tu sais, parfois, il faut que tout explose pour qu'on puisse vraiment se reconstruire. Elle esquissa un sourire triste. J'ai rêvé de ce mariage pendant des années. Et maintenant, je ne sais plus ce que je veux. Et si tu faisais un mariage pour toi? Pas pour maman. Pas pour la ville. Pas pour Instagram. Juste pour toi. Et c'est là qu'une idée folle est née. Pas un grand mariage. Pas de plan de table, pas de centimètres de tulle à repasser. Mais une cérémonie intime. Authentique. Pure. Une trentaine de personnes, dit Luna. Les vrais. Ceux qui ont été là. Dans un lieu symbolique, ajoutai-je. Pas un château doré. Mais un endroit qui raconte votre histoire. Le belvédère? Proposa-t-elle timidement. Je souris. Parfait. Gustavo fut convoqué à une discussion privée. Luna avait besoin de réponses. D'excuses. D'honnêteté. Et d'un choix. Il arriva, les traits tirés, le regard inquiet. Je sais que j'ai tout gâché, dit-il en s'asseyant face à nous. Pas tout, répondit Luna. Mais une bonne partie, oui. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Je ne veux pas faire semblant. Si on se marie, ce sera après un choix conscient. Et si tu veux que je te pardonne, tu devras me montrer, pas seulement me dire. Gustavo la regarda avec une intensité nouvelle. Donne-moi une chance. Une vraie. Pas celle que j'ai gâchée. Une seule, dit-elle. Et elle ne se répétera pas. En moins de 4 jours, nous avons tout réorganisé. Le belvédère fut décoré par des amis proches, avec des guirlandes de fleurs sauvages et de la dentelle cousue main. La robe? Une pièce simple, élégante, que Luna avait trouvée dans une petite boutique locale. Les alliances? Forgées par un artisan de Santa Amarante, en or recyclé. Et moi? Je restais à ses côtés, officiellement redevenue demoiselle d'honneur, mais cette fois avec un rôle nouveau, gardienne du vrai. Mais, bien sûr, Myrtha n'avait pas dit son dernier mot. La veille du mariage, elle m'envoya une lettre. Une vraie, manuscrite, cachetée de cire. Isabella. Tu as réussi. Tu as divisé cette famille. Tu as retourné ma propre fille contre moi. Félicitations. Tu es enfin au centre. Mais rappelle-toi une chose, une mère ne se remplace pas. Et un jour, Luna comprendra. M. Je n'ai pas répondu. Je l'ai brûlé. Le jour du mariage arriva. Et avec lui, une atmosphère étrange, pas de fanfare, pas de chorale, pas de caméra. Juste des gens vrais, debout en cercle, entourant Luna et Gustavo, au sommet du belvédère, là où le vent caressait doucement les cheveux et faisait vibrer les rubans accrochés aux arbres. Je portais une robe bleu nuit, simple. Et dans ma main, un petit carnet. Celui où j'avais tout écrit depuis le début de cette descente aux enfers. Avant la cérémonie, Luna me demanda. Tu veux dire quelques mots? J'hésitais. Puis j'acceptai. Je me suis avancée devant les invités, ma sœur à ma droite, Gustavo à sa gauche. Et j'ai dit. Ce mariage n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'une vérité. Parfois,
il faut traverser l'obscurité pour reconnaître la lumière. Et parfois, les liens les plus solides ne sont pas ceux du sang, mais ceux de la vérité partagée. J'ai levé les yeux vers Luna. Ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est que les familles ne sont pas toujours ce qu'on nous fait croire. Mais elles peuvent devenir ce que nous choisissons d'en faire. Un frisson parcourut le cercle. Plusieurs invités avaient les larmes aux yeux. Luna posa une main sur mon bras. Merci d'avoir été ma boussole. Et moi, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Mais juste au moment où tout semblait enfin se stabiliser, une voiture noire se gara à l'entrée du sentier menant au belvédère. Un homme en descendit. Grand. Barbe poivre et sel. Lunettes de soleil. Costume sobre. Il tenait un dossier sous le bras. Il s'avança lentement, sans un mot. Qui est-ce ? Murmura Luna. Il s'arrêta à quelques mètres. Isabella Moreau, demanda-t-il. Je hochai la tête. Il tendit le dossier. Vous êtes citée dans le testament de Carolina Texera. Elle était la mère biologique de Luna. Tout le monde resta figé. Il ajouta. Elle est décédée il y a 2 mois. Elle vous a confié un message, à toutes les deux. Luna chancela. Je la rattrapai. Le dossier dans mes mains tremblait. Je crois que ce n'est pas encore la fin, dis-je. Elle serra ma main. Peut-être que c'est enfin le vrai commencement. Le belvédère s'était vidé lentement après la cérémonie. Le ciel était teinté d'orange et de rose, comme si même le soleil voulait saluer Luna et Gustavo pour ce mariage hors du commun. Mais moi, je ne regardais plus le ciel. Mes yeux étaient posés sur ce dossier épais que l'homme m'avait confié quelques heures plus tôt. Le testament de Carolina Texera, la mère biologique de Luna. Tu veux qu'on l'ouvre ensemble ? M'avait demandé ma sœur. Oui. Pas tout de suite. Pas ici. Mais oui. Nous avons attendu le lendemain. Dans mon appartement, sur le vieux canapé où nous avions pleuré tant de fois, nous nous sommes assises, côte à côte, prêtes à tourner la dernière page de cette histoire. Ou peut-être, à en ouvrir une nouvelle. À l'intérieur du dossier, il y avait une lettre manuscrite de Carolina. Un acte de naissance modifié. Une photo déchirée recollée avec du ruban adhésif. Un médaillon, minuscule, en forme de lune, gravé, pour ma Luna. Je tendis la lettre à ma sœur. Elle la lut à haute voix. Astérisque ma chérie. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Mais je veux que tu saches, je t'ai toujours aimé. J'étais jeune, brisée, et sans ressources quand je t'ai mise au monde. On m'a fait croire que tu serais mieux avec une autre. Myrtha m'a promis de t'élever avec amour. Mais j'ai vite compris que ses intentions étaient autres. Quand j'ai voulu revenir, elle m'a menacée. Elle m'a fait passer pour folle. Isabella, je sais que tu lis aussi cette lettre. Merci. Merci de l'aimer. De la protéger. Tu as été sa vraie sœur, au-delà du sang. Luna, tu as toujours été la lumière que je n'ai pas pu garder. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer une vraie vie. Pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu plus tôt. Je t'aime. Carolina, astérisque. Les larmes coulaient sur le visage de Luna sans un mot. Elle serrait le médaillon contre sa poitrine comme si elle voulait combler tous les vides. Je pensais que j'avais tout appris, murmura-t-elle. Mais il restait encore une couche. Encore un mensonge. Je passai mon bras autour de ses épaules. Tu sais maintenant que tu as toujours été aimé. Et tu sais aussi qui a essayé de te voler ça. Myrtha, chuchota-t-elle. Elle a vraiment tout volé.
La suite fut rapide. Nous avons convoqué une réunion familiale restreinte. Pas une mise en scène cette fois, mais une confrontation calme. Myrtha est venue, maquillée, coiffée, droite comme une actrice entrant en scène. Elle croyait, peut-être, pouvoir encore tout retourner. Mais cette fois, nous avions les mots, la vérité, les preuves, et la paix intérieure. Luna lui a tendu la lettre. Silencieuse. Myrtha a lu. Son visage s'est contracté. Mais elle n'a rien dit tout de suite. Puis, doucement, elle a posé la lettre sur ses genoux. Et maintenant? Vous voulez que je rampe? Que je pleure? Que je supplie? Non, maman, dit Luna. On ne veut plus rien de toi. Juste que tu saches qu'on a ouvert les yeux. Et qu'on ne les fermera plus jamais. Myrtha nous a regardés, longtemps. Elle a vu qu'elle avait perdu. Elle s'est levée, et avant de franchir la porte, elle a murmuré. Un jour, vous verrez que sans moi, tout s'effondre. Ou peut-être que tout commencera à se construire, ai-je répondu. Elle n'a pas réagi. Elle est sortie. Sans se retourner. Et cette fois, c'était vraiment la fin. 3 mois plus tard, Santa Amarante brillait sous le soleil de printemps. Les glycines grimpaient sur les murs des maisons, les enfants couraient sur les places, et la vie semblait avoir repris son souffle. Moi, Isabella, j'avais quitté mon poste de consultante dans la grande entreprise. Trop de chiffres, trop de responsabilités qui ne m'appartenaient pas. J'avais ouvert un petit studio de conseil émotionnel et d'organisation de cérémonies personnalisées. J'aidais les gens à mettre du sens dans leurs unions, dans leur deuil, dans leur naissance. Pas de faste. De la vérité. Et tu sais quoi? Ça marchait. Luna, elle, était devenue ambassadrice d'une fondation d'adoption éthique. Elle parlait de son histoire avec courage. Elle écrivait un livre. Elle brillait, mais avec sa propre lumière maintenant. Pas celle que d'autres lui avaient imposée. Et Gustavo? Il était toujours là. Discret. Présent. Pas parfait, non. Mais honnête. Et surtout, choisi. Il n'avait pas eu une grande lune de miel. Mais il voyageait à deux, souvent. À vélo, en bus, à pied. Partout où l'on peut respirer librement. Un matin, je suis allée sur la colline du Belvédère. Toute seule. Et là, je l'ai vu. Mon père. Dario. Assis sur le banc de pierre, regardant l'horizon. Je me suis approchée. Il a souri. Je viens ici tous les dimanches, dit-il. Je pense à vous. À ce que j'ai raté. Tu as encore le temps, papa. Rien n'est figé. Il a pris ma main. Je suis fière de toi, Isabella. Tu as dit non. Tu as mis fin à quelque chose de vieux, de toxique. Et tu as montré un nouveau chemin. Je n'ai pas su quoi répondre. Juste un sourire. Mais il m'a suffi. Dernière scène. Un petit jardin. Un bouquet d'amis. Une table dressée sous les arbres. Des rires. Des chansons. Des regards complices. Luna vient me voir, tenant un petit objet dans les mains. Tu te souviens de ce collier qu'on avait quand on était petite? Celui avec le cœur partagé en deux? Celui qu'on avait cassé en se battant pour la dernière part de gâteau? Riais-je. Oui. Je l'ai retrouvé. Et j'en ai fait ça. Elle me tend une bague fine, gravée à l'intérieur. Sœur. Par choix. Par cœur. Je ne veux pas qu'on oublie tout ça. Même le pire.
parce que ça nous a menés ici. Je la serre dans mes bras. Et je regarde autour de moi. Les visages souriants. Les mains tendues. La chaleur humaine. Et je pense, c'est ça, ma famille. Pas celle qui m'a été imposée. Celle que j'ai construite. Celle que j'ai choisie. L'histoire d'Isabela Moreau, de sa sœur Luna, de leur mère Myrta, de la cousine Inès, et de tous les personnages qui ont gravité autour de ce tourbillon émotionnel, n'est pas seulement un récit de trahison, de mensonges, de familles brisées. C'est, au fond, une histoire humaine, une histoire vraie dans le cœur de beaucoup. Même si les noms sont fictifs, même si les lieux sont imaginés, les émotions, elles, sont bien réelles. Qui n'a jamais été blessé par une personne en qui il ou elle avait confiance ? Qui n'a jamais été rejeté, calomnié, ou utilisé par ceux qui auraient dû aimer sans condition ? Combien d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'amour devait être mérité, que l'on devait toujours faire plus, donner plus, sacrifier plus, juste pour garder sa place ? Isabela a vécu cela depuis l'enfance. Elle était la grande sœur parfaite, celle qui arrange, qui soutient, qui s'efface pour que l'autre puisse briller. Mais à un moment donné, sa lumière a commencé à déranger. Elle est devenue une menace pour l'équilibre malsain instauré dans cette famille. Une mère contrôlante, une sœur influençable, une cousine jalouse. C'est le cocktail de tant d'histoires que nous voyons autour de nous, parfois dans nos propres maisons. Et pourtant, ce récit ne s'est pas terminé dans la haine. Oui, il y a eu des pleurs. Des cris. Des confrontations. Mais il y a eu aussi des réparations. Pas parfaites. Pas magiques. Mais réelles. Luna, malgré tout ce qu'elle avait cru, malgré toutes les manipulations subies, a retrouvé le chemin de sa sœur. Elle a ouvert les yeux, non pas parce qu'on l'a forcée, mais parce qu'on lui a donné la vérité. Et cette vérité, parfois douloureuse, est celle qui libère. Le pardon ne veut pas dire oublier. Il ne signifie pas cautionner. Il signifie libérer son propre cœur du poison de la rancune. Et c'est ce qu'Isabela a choisi de faire. Elle aurait pu se venger. Humilier. Elle aurait pu saboter le mariage. Mais elle a préféré protéger ce qu'il restait de beau. C'est cela, la force véritable. Et toi, qui lis cette histoire, qui l'as suivie jusqu'ici, peut-être te reconnais-tu dans un ou plusieurs personnages. Peut-être es-tu Isabela, toujours forte, toujours présente pour les autres, mais si souvent oubliée. Peut-être es-tu Luna, quelqu'un qu'on a manipulé, mais qui cherche la vérité, qui sent qu'il est temps de changer. Peut-être es-tu même Inès ou Myrta, portant en toi des blessures non guéries, qui t'ont conduit à blesser à ton tour. Cette histoire, au fond, parle de choix. Choisir de continuer à répéter les schémas destructeurs, ou choisir de guérir. Choisir de faire semblant, ou choisir d'aimer vraiment. Alors, si cette histoire t'a touché, si elle a réveillé en toi des souvenirs, des émotions, des larmes peut-être, laisse ton commentaire ci-dessous. Partage ce que tu as ressenti. Dis-nous si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Ton histoire compte. Ton vécu est important. Clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne, et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Car ici, on ne raconte pas que des fictions. On raconte la vérité déguisée en fiction, celle qui touche, qui console, qui fait réfléchir. Et maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. D'aller au cœur du cœur. Parce que si cette histoire t'a bouleversé, si tu ressens ce vide, ce manque, cette soif de reconnaissance, d'amour pur, alors écoute bien ce que je vais te dire. Dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Lis ces mots. Lentement. Laisse-les te traverser. Dieu a tant aimé le monde. Pas un monde parfait. Pas un monde propre. Pas un monde qui le méritait. Mais toi, moi, nous, le monde tel qu'il est, tel que tu es. Il t'a tant aimé, qu'il a donné. Pas juste des bénédictions. Pas juste des prières. Il a donné son Fils. Jésus-Christ. Pas pour juger, mais pour sauver. Jésus est venu dans ce monde rempli d'injustice, de trahison, de familles brisées, de larmes, de culpabilité. Il est venu non pas pour nous accuser, mais pour nous racheter. Il est venu pour porter notre douleur, pour nous offrir un pardon que personne d'autre ne peut donner. Même quand ceux qui auraient dû t'aimer t'ont tourné le dos. Même quand tu as douté de ta valeur. Même quand tu as fait des erreurs. Jésus a tendu la main. Il l'attend encore aujourd'hui. Jean 3h16 est plus qu'un verset connu. C'est un cri d'amour. C'est une déclaration éternelle. C'est Dieu qui dit à ton âme. Tu comptes pour moi. Tellement que j'ai donné mon Fils pour toi. Tu n'as pas besoin de mériter cet amour. Tu n'as pas besoin de le gagner par tes œuvres, tes efforts, tes sacrifices. Tu as juste besoin de l'accepter. Comme Luna a dû accepter que sa famille ne soit pas celle qu'elle croyait. Comme Isabella a accepté de lâcher le passé pour embrasser une nouvelle réalité. Il faut du courage. Mais ce courage est en toi. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'un rituel. Je ne t'invite pas à faire partie d'un groupe. Je te parle d'une rencontre. D'un choix personnel. D'un sauveur réel. Jésus t'attend. Il est vivant. Et il veut entrer dans ta vie. Pas pour t'exiger. Mais pour te guérir, te relever, te transformer. Alors si, en lisant tout cela, ton cœur bat plus vite, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'appel du ciel. C'est ton moment. Tu peux prier maintenant, là où tu es. Une prière simple, mais sincère. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je suis blessé, perdu, fatigué. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu es venu pour moi, que tu es mort pour mes péchés, et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur. Entre dans ma vie. Change mon cœur. Apprends-moi à te suivre, à te faire confiance. Merci pour ton amour inconditionnel. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, sache que le ciel se réjouit. Tu n'es plus seul. Tu fais maintenant partie d'une famille que personne ne pourra jamais t'enlever, la famille de Dieu. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on prie pour toi, ou simplement que quelqu'un t'écoute, écris-nous en commentaire. Tu peux écrire « J'ai prié ». Nous serons là pour toi. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons en un Dieu parfait. Car la plus belle des vérités, celle qui transcende toutes les histoires, c'est celle-ci. Tu es aimé. Tu es voulu. Tu es sauvé. Tu es libre. En Jésus-Christ. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette grande histoire. Si elle t'a touché, partage-la. Elle peut guérir d'autres cœurs. Et surtout, n'oublie jamais. Même quand le monde te dit que tu ne fais pas partie. Dieu t'ouvre ses bras et dit, toi, tu es à moi. À très bientôt. Et que Dieu te bénisse richement. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout, de ** vivre une vie vraie.
Une vie remplie d'amour. Une vie guidée par celui qui t'aime plus que tout, Jésus.